La nouvelle suivante, toujours extraite du site Nouvelles du Japon, est lue par Cyril Copini. Cyril Copini, c'est un Français qui vit au Japon et qui fait du rakugo. Le rakugo, c'est un exercice de conte euh, humoristique à la japonaise. Cyril a un site et puis en ce moment il fait beaucoup de choses en ligne. Donc je pense que si vous tapez Cyril Copini dans Google et que vous allez sur son site, vous serez tenu au courant des spectacles en ligne qu'il fait. C'est vraiment très très drôle. Le rakugo, pour les gens qui n'ont jamais vu, c'est quelqu'un en kimono assis, enfin même pas assis, enfin assis sur les talons, quoi, sur un petit coussin, et qui raconte des trucs mourir de rire, quoi. Voilà, ça vaut l'expérience, ça vaut le coup d'œil. Donc Cyril, c'est à toi. Le 26 de la 11e lune de l'an 1 de l'ère Genji, une troupe du clan de Kaga, affectée à la protection de Kyoto, appareilla dans le delta de l'Ajikawa à Osaka, afin de prendre part à l'expédition entreprise pour châtier le clan de Chōshū. À sa tête se trouvait le gouverneur Dosumi, premier vassal du fief. Il avait deux seconds, Tsukuda Kyūda-ryu et Yamagishi Sanjuro. Le bateau de Tsukuda portait une bannière blanche, celui de Yamagishi une bannière rouge. On rapporte que les Kompilabune, d'un tonnage de 500 koku, avaient fière allure lorsqu'ils quittèrent le delta pour la mer, avec leurs bannières rouges et blanches claquant au vent. Mais pour ceux qui avaient embarqué, c'était une autre histoire. Nul ne songeait à se donner des airs conquérants. D'abord, chaque bateau transportait 34 hommes, maîtres et vassaux, ainsi que 4 marins, soit un total de 38 personnes. Par conséquent, ils se trouvaient si à l'étroit qu'ils pouvaient à peine bouger. Ensuite, on avait aligné dans l'espace central tant de baquets de takuan qu'ils n'avaient plus où mettre les pieds. Avant de s'y faire, quiconque humait la puanteur des radis fermentés était pris de nausée. En dernier lieu, le 11e mois du calendrier lunaire touchait à sa fin, et le vent qui soufflait sur les flots était d'un froid coupant, surtout après le coucher du soleil. Avec la bise qui venait du mont Maya et la mer autour, la plupart des jeunes guerriers claquaient des dents, tout natifs des provinces du Nord qu'ils étaient. De surcroît, il y avait à bord quantité de poux. Notez, ce n'étaient pas des poux de bonne composition restant cachés dans les coutures des habits. Ils grouillaient sur les voiles, sur les bannières, sur le mât, sur l'ancre. En forçant un peu le trait, disons qu'on ne savait plus si ces bateaux servaient à transporter des hommes ou à promener des poux. De sorte que dans les vêtements des passagers, ils étaient bien sûr des dizaines à pulluler. Et dès qu'ils touchaient à la peau, ils ne se privaient pas de la piquer. Par 5, voire par 10 encore. On les aurait punis en tour de main, ces rebelles. Mais comme nous l'avons déjà noté, il y en avait autant que des graines de sésame blanc répandues à la volée, et on ne pouvait envisager de les éradiquer. Ainsi, hommes de Tsukuda comme de Yamagishi, tout ce que l'expédition comptait de samouraïs, avaient le corps criblé de piqûres. Les ventres et poitrines étaient uniformément rouges et enflés, au point qu'on eût dit que ces guerriers souffraient de la rougeole. Même s'il était vain de lutter, les passagers ne pouvaient néanmoins rester sans rien faire. C'est pourquoi, dès qu'ils avaient un moment, ils se livraient à la chasse aux poux. Du plus considérable au plus humble, du premier vassal au porteur de soc, chacun se mettait nu et attrapait ci et là les bestioles pour en remplir au fur et à mesure sa tasse à thé. Un compilabounet dont les grandes voiles captent les rayons du soleil hivernal de la mer intérieure, et à son bord, une trentaine d'hommes en pagne déambulant une tasse à la main, occupés à débusquer les poux sous les cordages, derrière l'ancre. Quiconque à notre époque imagine pareille scène la trouvera d'emblée ridicule. Mais face à la nécessité, n'importe quelle entreprise peut se révéler sérieuse, aujourd'hui comme avant la restauration de Meiji.
Semblable elle-même à un gigantesque pou, toute la troupe de samouraïs nus endurait le froid, et jour après jour, avec persévérance, elle allait et venait en écrasant soigneusement la vermine sur les planches. Venons-en à un curieux personnage qui se trouvait sur le bateau de Tsukuda. D'un naturel lunatique, ce Mori Gonnoshin, âgé de la cinquantaine, avait rang de garde à pied, recevant de son seigneur 5 unités de solde, soit 70 sacs de riz par an. Chose étrange, il était le seul à ne pas chasser les poux de sa personne. Puisqu'il ne les chassait pas, il en était bien entendu couvert. Certains grimpaient sur son chignon, d'autres dans son dos se promenaient sur le bord du renfort marquant la taille de son large pantalon. Mais cela ne semblait guère l'incommoder. N'allez pas croire pour autant que les poux l'épargnaient. À l'instar de ses camarades, il avait le corps tout tacheté de rouge. Il faudrait dire criblé de marques rondes comme une pièce de monnaie. À voir en outre la manière dont il se grattait, il ne devait pas être à l'abri de la démangeaison. Or, démangeaison ou pas, il affichait une parfaite indifférence. S'il s'était contenté d'affecter l'indifférence, passe encore. Mais quand il voyait les autres chasser les poux sans relâche, il ne manquait pas d'intervenir. Si vous en attrapez, surtout ne les tuez pas. Gardez-les vivants dans une tasse. Je vous les prendrai. Et qu'est-ce que vous en ferez lui demanda une fois un collègue, l'air interloqué. Qu'est-ce que j'en ferai? Eh bien, je les soignerai, c'est tout, répondit Mori, avec le plus grand calme. Fort bien. Au lieu de les tuer, je vais vous les garder. Pensant qu'il se moquait, le collègue, aidé de quelques compères, passa une demi-journée à remplir 2 ou 3 tasses de poux vivants. Il songeait que Molly, malgré sa nature têtue, serait bien embarrassé quand on lui lancerait « Voilà, à vous de les soigner !» Mais avant même qu'il ne lui adressât la parole, Molly revint à la charge. « Ça y est? Si oui, je vous les prends. » Les autres furent saisis de stupeur. « Mettez-les-moi donc ici. » Impassible, Molly écarta les pans de son encolure. « Ne faites pas le fier, vous allez le regretter, » lui dit le collègue. Mais il ne voulut rien entendre. Alors, chacun prit son tour pour renverser sa tasse et répandre les bestioles grouillantes dans l'encolure de Molly, comme un marchand de riz vide une mesure, et celui-ci ramassa avec un soin jaloux les poux tombés à côté. Quelle aubaine! Sûr que dès cette nuit je vais dormir bien au chaud, se dit-il à lui-même, avec un rire de satisfaction. Avoir des poux, ça tient chaud? Ébahis, les collègues qui s'interrogeaient les uns les autres du regard finirent par formuler la question, sans l'adresser à personne en particulier. Alors Molly, s'appliquant à rajuster son encolure remplie de poux, lança d'abord un coup d'œil dédaigneux à la ronde, puis fit la réponse suivante. « Vous tous, avec le froid qu'il fait, vous avez attrapé des rhumes, mais votre serviteur Gonnoshin, pas un éternuement, pas de nez qui coule. Mieux encore, la fièvre, les pieds ou les mains glacés, moi, je ne connais pas. Grâce à qui, d'après vous? Eh bien, je vous l'affirme, grâce au poux. Voici quelle était la thèse de Molly. Quand vous avez des poux, il ne manque pas de vous piquer. Vous êtes alors pris d'une envie irrésistible de vous gratter. Pour peu que vous soyez piqué de la tête aux pieds, vous éprouverez le besoin de vous gratter partout. Or, chez l'être humain, les choses sont bien faites. Il se gratte parce que cela le démange. Et cette friction spontanée provoque un échauffement à la manière de la fièvre. Vous avez chaud, le sommeil vous gagne. Et vous en oubliez la démangeaison. Il suffit ainsi d'avoir beaucoup de poux sur soi pour s'endormir sans difficulté et éviter les rhumes. Conclusion, il fallait choyer les poux et nullement les chasser. Ah, vraiment, il fallait y penser, dirent les 2 ou 3 collègues pleins d'admiration pour cette doctrine en matière de poux. Dès lors, plusieurs passagers du bateau prirent exemple sur Molly et se mirent à élever des poux. Ils partaient en chasse dès qu'ils avaient un moment de libre, leur tasse à la main,
tout comme les autres. La différence ne se voyait qu'ensuite, lorsque, avec une minutie extrême, ils glissaient en leur sein les bestioles capturées et les conservaient précieusement sur eux. Or, quel que soit le pays ou l'époque, il est fort rare que les thèses d'un précurseur fassent d'emblée l'unanimité. C'est ainsi qu'à bord, nombre de pharisiens s'opposèrent à la doctrine de Moli. Ils avaient pour chef de file un garde du nom d'Inoue Tenzo. Non moins bizarre que Moli, cet homme dévorait tous les poux qu'il attrapait. Le soir, après le dîner, on le voyait, sa tasse posée devant lui, croquer quelque chose avec une mine gourmande. On s'approchait pour jeter un coup d'œil dans la tasse. Elle contenait sa réserve de poux. Quel goût leur trouvez-vous demandait-on. Comment dire? Un goût de riz grillé épilé avec un fond gras, répondait-il. On voit ici et là des gens qui écrasent les poux dans leur bouche, mais ce n'était pas le cas d'Inoue. Lui, il en mangeait tous les jours, de la façon dont il se serait offert une petite douceur. Il fut le premier à s'opposer à Moli. Si nul n'avalait les poux comme Inoue, beaucoup en revanche le suivaient dans sa condamnation des thèses de Moli. Ils arguaient qu'être couvert de vermine n'avait jamais réchauffé quiconque. De surcroît, le canon de la piété filiale le disait bien, corps, cheveux et peau venaient aux hommes de leurs parents, de sorte qu'en se gardant de les abîmer, ils obéissaient à la piété filiale la plus élémentaire. Se laisser dévorer à dessein par l'époux dénotait une inqualifiable ingratitude envers ses pères et mères. La conclusion s'imposait. On devait chasser cette vermine, et non la protéger. Il y avait là un terrain tout trouvé pour que des querelles éclatassent à l'occasion entre les deux camps. Tant qu'ils ne se lancèrent que des mots, la chose ne tira pas à conséquence. Mais voilà qu'un beau jour, une altercation de plus vira soudain à l'échange de coups de sabre. L'affaire survint ainsi. Une fois, alors que Moli, dans l'intention de les loger sur sa personne, avait mis dans sa tasse les poux qu'on lui avait donnés, Inoue profita d'un moment d'absence de son rival pour engloutir les bestioles. Quand Moli revint, il n'en restait plus une seule. Le précurseur se fâcha. Qui vous a permis de manger mes poux questionna-t-il, les mains sur les hanches et les yeux brillants de colère. En vérité, il faut être bien sot pour rechercher la compagnie des poux, railla Inoue, affichant le plus parfait dédain. Le sot, c'est celui qui les mange. Martelant le plancher, Moli poursuivit avec emportement. Y a-t-il sur ce bateau quelqu'un qui ne soit pas redevable aux poux de leurs bienfaits? En les mangeant, vous rendez le mal pour le bien. Je n'ai pas souvenir que ces bêtes m'aient rendu service. Eh bien, même si les poux ne vous ont pas rendu service, c'est une honte que d'ôter la vie à ces créatures, rien que pour le plaisir. À peine avait-il jeté ces quelques mots que Moli eut un éclair dans le regard et mit la main à la poignée de son sabre court, dont le fourreau était strié de rouge. À l'évidence, Inoue n'allait pas se laisser faire. Tirant aussitôt un long sabre d'un étui de lac vermillon, il se dressa face à l'adversaire. Si les guerriers nus qui faisaient la chasse aux poux ne s'étaient pas précipités pour les retenir, l'un ou l'autre y aurait sans doute perdu la vie. D'après un témoin de la scène, les deux hommes, maîtrisés par leurs collègues, n'en continuaient pas moins à hurler, l'écume aux lèvres. Les poux! Les poux! Tandis que les samouraïs dégainaient leurs sabres pour une histoire de poux, les compilabunés de 500 koku, comme indifférents à l'affaire, laissaient le vent glacial se prendre dans leurs bannières rouges et blanches. Et en route, pour punir le fief de Chōshū, ils voguaient sous un ciel de neige, le cap droit sur l'ouest. Les poux, une nouvelle de Akutagawa Ryunosuke, traduite en français par Catherine Ancelot, disponible à tout moment sur nouvelle au pluriel du Japon.com. Sayonara. Merci Cyril. Alors après cette incroyable histoire de poux,
Je vous propose une incroyable histoire de boîte. Euh, cette nouvelle a été traduite par Myriam et c'est elle qui la lit. Une histoire de boîte de Durian Skigawa, traduite par Myriam d'Artoago. Cela faisait déjà longtemps qu'on manquait de boîtes, à tel point que s'ils se contentaient d'attendre les distributions officielles, les foyers se retrouvaient dans des situations compliquées. Faute de boîtes pour ranger jouets et vêtements, c'était le bazar dans les logements. Les poubelles avaient elles aussi disparu. Les rues étaient dans un état lamentable. Comme il fallait slalomer entre les détritus, tout le monde arrivait en retard à l'école et au travail. Mais le plus ennuyeux, c'était quand on voulait offrir un cadeau. Sans boîte, il était tout nu. Toute excitation avait déserté les fêtes d'anniversaire. Ça n'allait pas du tout. Tout le monde voyait bien qu'il fallait plus de boîtes. Au Parlement, on débattit pendant plusieurs jours d'un plan d'augmentation de la production. Du coup, majorité et opposition bataillèrent sur un point fondamental. Qu'est-ce qu'une boîte ? Pour rédiger une loi destinée à fabriquer plus de boîtes, il fallait d'abord s'accorder sur une définition. Une boîte n'est-elle pas simplement constituée de 4 parois, un fond et un couvercle ? Certains énonçaient cela comme une évidence, mais si on la met en pièces, ce n'est que du carton ou des planches. En réalité, est-ce qu'une boîte n'est pas plutôt l'espace même que ces matériaux délimitent ? Voilà ce que soutenaient certains raisonneurs. Pendant que le Parlement se perdait en palabres, la pénurie de boîtes ne cessait de s'aggraver. Pour finir, la première ligne du projet de loi n'était pas encore écrite qu'un plan d'augmentation de la production fut mis en œuvre. Un grand professeur d'université avait fait une découverte révolutionnaire, l'élevage de boîtes. Chaque foyer devrait en élever une, c'était le socle du plan de production. Il fallait parler une fois par jour à la petite boîte envoyée par les services municipaux et l'exposer à la lumière artificielle 2 heures chaque soir. Cela suffirait à la faire grandir, et une fois qu'elle aurait atteint une certaine taille, elle enfanterait des bébés-boîtes. Abordons maintenant l'histoire d'une femme solitaire et de sa boîte d'élevage. Devenue orpheline assez tôt, elle a toujours vécu seule. Elle s'appelle Sato. C'est une personne courageuse. Le matin, magnétiseuse pour le compte du syndicat des sables ferrugineux, elle collecte de la limaille de fer le long des berges de la rivière. L'après-midi, elle soigne les dizaines de milliers de petits rongeurs de la centrale à hamster appelée Centram. C'est un travail particulièrement éreintant. Les multiples étages de la centrale sont à peine plus hauts que les roues à hamster qui servent de générateurs. Les humains y pénètrent à plat ventre, en rampant comme des militaires. Dans cette posture, ils prodiguent graines de tournesol et encouragement aux hamsters exténués, et quand ils en trouvent un mort, ils le remplacent par un nouveau. Sato tire chaque jour des dizaines de cadavres hors de la centrale. Chaque fois, cela lui fend le cœur. Elle avait une forte tendance à l'empathie. Aussi n'était-elle pas très chaude pour élever une boîte. Certains semblaient s'en réjouir comme s'ils y gagnaient un animal domestique. Puisque la boîte faisait des petits, c'était assurément une forme d'être vivant. Et pourtant, après avoir donné la vie, quand elle dépasserait une certaine taille, elle serait collectée et déchiquetée par les services municipaux. Avec les morceaux, on en fabriquerait une nouvelle, lui avait expliqué le préposé. Mais Sato avait un mauvais pressentiment. Songer à l'issue annoncée de cette rencontre la faisait souffrir d'avance. Celle que le préposé aux boîtes avait déposée chez elle était bleu clair et mesurait une vingtaine de centimètres de côté. Elle souleva le couvercle. L'intérieur aussi était bleu clair, d'un ton plus vif que l'extérieur. On dirait la couleur du ciel, ne put s'empêcher de murmurer Sato devant ce bleu si pur. Elle s'extasiait en ouvrant le couvercle plusieurs fois par jour. Apparemment, ses voisins et connaissances n'avaient pas reçu d'aussi belle boîte. « La nôtre est grise, » avait râlé Yone,
sa chef à la centrame. Une boîte, c'est une boîte. Il ne faut pas faire de comparaison, se morigéna Sato, faisant un effort pour se montrer indifférente, alors qu'elle sentait poindre en elle comme une bête fertée de mer. Quand tu auras fait des petits, les services municipaux viendront te récupérer. Donc je ne peux pas trop m'attacher à toi. Pardon ? Mais en réalité, elle était profondément attirée par le bleu de la boîte. Il lui suffisait de la regarder fixement pour avoir l'impression de contempler le ciel. Elle s'attendait presque à voir des nuages se former à l'intérieur. Quelle chance elle avait eue de ne pas hériter d'une boîte grise. La boîte fut installée dans la pièce voisine de sa chambre à coucher. Suivant les consignes de la mairie, elle lui parlait tous les jours. Malgré elle, ses commentaires se faisaient de plus en plus passionnés. « Tu es une belle boîte, très jolie. Je suis sûre que quand tu seras grande, ta beauté rendra toutes les autres boîtes jalouses. Tu es une si belle boîte, que pourrais-je y ranger? N'aie pas peur de donner naissance à tes enfants, je suis là. » Et ainsi de suite. La boîte restait muette, mais le soir, quand Sato la mettait sous la lumière, il arrivait qu'un frisson fugitif, comme une vague, fasse frémir ses flancs et son couvercle. En même temps, elle oscillait imperceptiblement. Et le lendemain matin, sans exception, elle avait un peu grandi. Au bout de 2 mois, elle avait doublé de taille. Il s'écoula encore 1 mois et elle continua à grandir. C'était désormais une boîte d'environ 60 centimètres de côté. À peine quelques jours plus tard, Sato, qui avait ouvert la boîte, s'écria en la prenant dans ses bras. « C'est pas possible, elle a vraiment fait des bébés !» 3 petites boîtes qui tenaient dans le creux de la main, une rouge, une jaune et une verte, étaient apparues dans la boîte bleu ciel. Les bébés-boîtes seraient eux aussi collectés par les services municipaux, mais le foyer qui les avait élevés bénéficiait, paraît-il, d'un prix d'achat très avantageux. Surexcité, Sato ne cessait de répéter « qu'ils sont mignons !» tout en se demandant lequel acheter. La boîte bleu ciel continua à grandir paisiblement et à engendrer des petits. La pièce en était envahie. Il y en avait beaucoup plus qu'indiqué dans la brochure de la mairie. C'était une boîte très douée. Du coup, quand elle lui parlait, Sato lui prodiguait désormais davantage des paroles de réconfort que d'encouragement. « C'est bon, tu peux te reposer maintenant, » susurrait-elle en lui caressant le couvercle et les flancs. « Tu as fait assez de petits. » La boîte, transportée dans sa chambre à coucher, devint sa confidente. Pourquoi son lot était-il d'être seul? Les hamsters condamnés toute leur vie à faire tourner une roue pour produire de l'électricité n'étaient-ils pas terriblement malheureux? Au travail, être quotidiennement témoin de leur misère était dur. La boîte l'écoutait en silence. Sato se sentait alors apaisé, comme si son corps était libéré d'un poison. C'est après une longue séance à s'épancher ainsi qu'elle vit la boîte se mettre à trembler comme une feuille. Des éclairs dessinaient des vagues sur son couvercle et ses flancs. Une colonne de lumière s'éleva, transperçant le couvercle, et, dans un bruit d'explosion, quelque chose éclata à l'intérieur. Sato ôta prudemment le couvercle. 7 bébés-boîtes de toutes les couleurs étaient nées. Trop ému pour parler, Sato posa sa joue contre la boîte et s'adressa à elle dans son cœur. « Ça a été dur, hein? Allez, c'est fini. » À vrai dire, quelques jours plus tôt, elle avait reçu un courrier des services municipaux qui annonçait « Collecte de la première série de boîtes et de bébés-boîtes ». Le lendemain, Sato ne se rendit ni à son travail de magnétiseuse, ni à la centrale. Avec dans les bras la boîte bleu ciel, qui mesurait désormais presque 1 mètre de côté, elle alla se promener sur les berges de la rivière. La séparation était proche. Comprenant qu'il lui fallait l'accepter, elle avait décidé d'aller pique-niquer avec la boîte, rien qu'une fois. Elle voulait lui montrer le bleu du ciel, le vrai. Mais elle n'y prit aucun plaisir. Au contraire, elle avait de plus en plus envie de pleurer. Son chagrin tenait-il seulement à la séparation?
Elle n'aurait su le dire. Il s'agissait d'une boîte à laquelle elle n'avait même pas donné de nom, mais dont le bleu ciel l'avait soutenue rien qu'en recueillant ses confidences. Et pourtant, elle allait être broyée. Elle allait disparaître. « Dis quelque chose !» Quand elle lui chuchota ces mots, Sato était au bord des larmes. Les promeneurs le long des berges les regardaient, la boîte et elle. Quand elle s'en aperçut, elle se leva pour ôter le couvercle. Elle souleva la boîte des deux mains à l'envers. La rivière sous ses yeux, la brise et le ciel autour d'elle, tout cela lui parut s'éloigner un bref instant. Mais elle n'avait envie que d'une chose, pleurer tout son soûl, au calme. Elle s'accroupit et fit descendre la boîte sur elle. Le bleu ciel à l'intérieur de la boîte s'effaça, cédant la place à l'obscurité. Un noir d'encre. Sato laissa enfin couler ses larmes. Elle pleura sur sa solitude, sur le souvenir du temps où ses parents étaient en vie. Elle pleura pour les hamsters sacrifiés en masse aux humains, pour cette boîte destinée à finir démontée. Combien de temps s'était-il écoulé? Sato, épuisée par ses larmes, apercevait au loin, c'était étrange, des galaxies et des étoiles. Elle s'éloignait d'elle à vive allure. Autour d'elle régnait le vide. Elle avait beau tendre les mains et les jambes, les parois de la boîte n'étaient nulle part. Elle flottait, seule, dans des ténèbres immenses. Mais, à force de se frotter les yeux, elle discerna un peu partout une multitude de lumières qui scintillaient presque imperceptiblement. Elle comprit aussi que c'était précisément à cause du vide qu'elle cherchait à naître. Étaient-ce des bébés-boîtes ou des poussières d'étoiles? La véritable nature de ces palpitements lui échappait, mais c'était bien ainsi. Elle comprenait petit à petit que son propre corps avait disparu, quel était l'espace qui assistait à ses naissances. La boîte avait renfermé le tout. Cette réalisation fut sa dernière pensée consciente. La boîte bleu ciel abandonnée sur les berges, signalée par un habitant, fut récupérée le jour même par le préposé aux boîtes. Quand on la déchiqueta, il en tomba une goutte d'eau, mais nul ne la remarqua. Nul ne sut non plus qu'aux confins de l'univers, une galaxie était née.